aphoristic appendage to On Truth-Telling. 501 to 550. 501. Le dirigeant d'un pays, en particulier d'une puissance mondiale, est susceptible de trouver ses principes assez élastiques lorsqu'il est confronté au choix entre s'en tenir à la morale et l'abandonner pour une raison tactique ou stratégique. 502. Tout l'art de l'argumentation consiste à repérer et à souligner les points faibles ou manquants dans le discours de quelqu'un tout en donnant l'impression que le sien en est absolument dépourvu. 503. Il y a ceci dans la philosophie, on peut choisir celle qui nous convient le mieux, car il y en a certainement suffisamment, et la porter comme une coquille ou une chaussure pour le reste de sa vie. 504. En revenant à Nietzsche plus tard dans la vie, on le trouve excessif et pourtant, on reste nietzschéen. Pourquoi? B. Peut-être parce qu'il a dit plus fort et plus longtemps que quiconque ce que vous croyez, à savoir que ce qu'on appelle le mal est tout aussi nécessaire que ce qu'on appelle le bien et que les deux ensemble sont synonymes de vie. A. Mais on objectera que le mal doit être éliminé et que celui qui prétend le contraire est lui-même mauvais. B. Le mal ne sera pas plus éliminé que la lutte contre lui ou tout le mal fait au nom de cette lutte. A. C'est si compliqué? B. Seulement pour ceux qui ont des yeux pour voir ce genre de choses. Les autres préfèrent la vision binaire, elle correspond mieux à ce que l'on dit habituellement sur le sujet. 505. Je suis sûr que la plupart des gens me considèrent comme une bonne personne, mais s'ils voyaient mes pires moments, je serais transpercé jusqu'à la moelle. D'un autre côté, j'arrive très bien à me pardonner ces moments. B. C'est donc parce que vous ne vous faites pas prendre par les autres que vous vous pardonnez à vous-même. N'y voyez-vous pas un problème? A. Je suis hanté par mes imperfections dans un monde lui-même imparfait et capable d'être à la fois juste et injuste. J'ai sans doute échappé à certains coups qu'il aurait pu me porter, mais, pour ce qui est de la justice, il n'est pas toujours facile de dire où elle se trouve. B. La loi nous dit où elle est. A. Oh, sans doute. C'est juste qu'elle peut être accompagnée d'une bonne dose de cruauté, une chose que j'arrive à éviter même dans mes pires moments. 506. Les œuvres du grand philosophe ne sont pas très lues, mais ses opinions politiques sont bien connues. Comme elles sont compatibles avec celles de centaines de milliers, voire de millions d'autres personnes, il est salué de toutes parts comme un homme de génie. 507. Au sens large, il y a tellement d'inégalités dans la société que la justice s'impose comme un grand contrepoids harmonisant et homogène. 508. La justice sera libérée de l'injustice le jour où elle disparaîtra en tant que concept, théorie, pratique et institution. 509. L'idée d'éradiquer l'inégalité est une absurdité qui aboutit néanmoins à un processus continu de correction de ces aspects jugés néfastes. 510. L'un des avantages de la philosophie est qu'il s'agit d'une conversation à laquelle on peut revenir sans trop s'inquiéter de ce que l'on a manqué pendant son absence. 511. Il est tout à fait possible que les femmes prennent le contrôle de la planète avec pour mission de la sauver de toutes sortes de problèmes créés par l'homme. Quel sera leur degré de réussite? C'est une autre question. Réflexion complémentaire, peut-être que rien ne pourra la sauver à moins de la rendre aux animaux. 512. Lorsqu'il s'agit de prévoir l'avenir, même les meilleurs esprits n'y parviennent pas. Tant de choses restent invisibles alors que le présent s'infiltre dans l'avenir et éclaire lentement ces vastes salles. 513. Les personnes que nous croisons tous les jours sont-elles réelles ou sont-elles des fantômes? Réelles si nous leur parlons ou les touchons. Fantômes si nous ne le faisons pas et ne le faisons jamais. 514. Les intérêts sont si proches des idéaux que la défense de ces derniers n'est presque jamais une chose totalement innocente ou honnête. 515. Ce n'est pas la raison pure, mais plutôt un monde en mutation qui rend déraisonnable ce qui était auparavant jugé raisonnable et raisonnable ce qui était autrefois considéré comme déraisonnable. 516. A. Vous donnez parfois l'impression d'être à droite, parfois à gauche. Qu'est-ce qui se passe? B. Avez-vous entendu la parabole qui parle de verser du vin nouveau dans de vieilles bouteilles? Au sens propre, cela implique que le vin peut faire éclater les bouteilles. Au sens figuré, cela peut signifier que de nouvelles façons de penser délogent et détruisent les anciens cadres de référence. Droite et gauche,
conservateur et libéral, religieux et progressiste, que sont ces oppositions qui sont tellement utilisées par tant de gens qu'elles deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Je ne sais pas où tout cela va nous mener, je sais juste que ça va partir. 517. Lorsque certaines personnes accomplissent des exploits dans le domaine des arts, des sciences ou du sport, elles semblent presque surhumaines. Mais lorsqu'ils parlent de politique, comme c'est parfois leur habitude, ils ne sont pas très différents des autres. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier leur aura extraordinaire dans ce qui, autrement, n'est probablement qu'une affaire médiocre. 518. L'hypermasculinité, l'hyperféminité et tout ce qui existe ou peut exister entre les deux ne sont pas près de disparaître du monde. Bien sûr, une espèce ou une autre peut dominer pendant un certain temps, comme c'est le cas des arbres dans une forêt, et peut même entraîner la décimation des autres. Mais de même qu'il n'y a pas qu'une seule forêt, qu'une seule région, qu'un seul climat, qu'un seul pays, il y a toujours des cas et des possibilités de résultats différents. En fait, un monde est cet élan vers la diversité, on pourrait même parler d'hyperdiversité, et tout ce qui est en deçà serait la fin de ce monde. 519. Voyez ce qu'il en est dans le monde animal. Pour bon nombre d'entre eux, le courage n'a qu'une valeur limitée puisqu'ils ont généralement plus de raisons de fuir que de se battre. En revanche, un courage limité serait la fin de ceux qui doivent abattre d'autres animaux, parfois aussi dangereux qu'eux. 520. On pourrait dire de l'opposition entre hommes et femmes qu'elle est le théâtre d'une lutte intermittente, voire constante, avec des degrés divers d'injustice, de souffrance, etc. D'autre part, il suffit d'observer la littérature, voire la vie elle-même, pour constater à quel point elle a revêtu un caractère incontournable et passionné, pour ne pas dire fondateur, et sans être devin, prédire que sa disparition changerait le monde de manière irrévocable. 521. La majorité des gens sont très bons, érudits et sages dans quelques domaines, mais terriblement ignorants dans tous les autres. Si ce n'était pas le cas, il serait impossible qu'un joueur de flûte politique vienne les mener par le bout du nez, dans certains cas, les fasse tomber de la falaise. 522. Ah, oh, il est assez facile aujourd'hui de dire qu'Adolf Hitler était un monstre, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de dire le contraire, mais combien disaient cela dans les années 1930 ? B. Mais ils ne pouvaient pas voir tout ce que nous voyons aujourd'hui, les camps d'extermination, les millions de morts sur les champs de bataille, etc. Ah, tout cela est très vrai, je ne peux pas le contester. Mais comment se fait-il qu'un monstre reste si complètement imperceptible pour tant de gens ? B. Vous avez votre idée. Quelle est-elle ? A. C'est l'idée qu'il n'était pas si imperceptible en tant que monstre dans les années 1930, mais que cela était contrebalancé, c'est-à-dire cette vue facilement accessible de lui en tant que personnage démoniaque, par la croyance générale qu'il faisait de grandes choses. Ce n'est que lorsque tout a terriblement mal tourné, lorsque l'horreur, la mort et la destruction ont enveloppé le peuple allemand, que son destin a été scellé pour toujours. B. Donc, vous dites que si les Allemands gagnaient la guerre. A. Je ne dis rien d'autre que la situation dans laquelle ils se trouvaient dans les années 1930 est celle dans laquelle nous nous trouvons tous potentiellement. 523. Nous sommes comme des acteurs sur une scène. Placés dans des rôles différents, nous apprendrions à dire les répliques que nous pensions ne jamais pouvoir prononcer. 524. Si chaque génération pouvait entendre ce que disent certains représentants des générations précédentes, elle saurait qu'eux aussi ont cru pouvoir trancher le nœud gordien de la morale. 525. Il n'y a pas de pudeur dans la morale. 526. La nature de la morale n'est pas d'essayer de la comprendre, mais de s'emparer. 527. Toutes les informations et tous les commentaires politiques fonctionnent comme un estomac géant qui consomme, en plus des sujets importants, une quantité effroyable d'ordures. Les processus digestifs et défécatoires de cette opération ne sont pas toujours faciles à distinguer. 528. Il n'y a pas d'arguments purs qui, à eux seuls, changent la façon de penser d'une personne, mais seulement des arguments bons ou efficaces qui changent la façon de se comporter d'un quelqu'un qui, pour des raisons souvent non révélées ou non comprises, est déjà prédisposé à changer d'avis. 529. Le lieutenant X a tué le lieutenant Y de manière extrêmement audacieuse, dramatique et spectaculaire. Cet incident s'est produit quelque temps après que le lieutenant Y ait joué au lieutenant X un tour particulièrement méchant qui, sans lui être fatal, l'a fait souffrir atrocement.
Immédiatement après avoir tué son collègue, le lieutenant X s'est effondré et a pleuré. Plus tard, il s'est dit que sa réaction devait être due à la présence de plusieurs témoins. Après tout, il savait très bien que, même s'il pleurait, il exultait secrètement. 530. La raison pour laquelle la politique des partis ne peut jamais être une affaire totalement honnête est que, tout d'abord, il s'agit d'un jeu hautement compétitif où la victoire, si ce n'est pas tout, d'une importance considérable. Deuxièmement, il s'agit en grande partie d'essayer de plaire à une immense population composée de nombreux groupes différents aux intérêts souvent contradictoires. Troisièmement, la loyauté à l'égard d'un parti exige souvent de suivre une ligne officielle malgré les désaccords que l'on peut avoir avec elle. Enfin, il y a très peu d'occasions, dans cet environnement, une autocritique sérieuse n'est pas toxique. 531. Ah, mais je le ressens parfois en moi aussi. Ce discours prétentieux, ce dépassement des limites de ce que l'on sait vraiment, ce discours pontifiant, ce rôle de figure d'autorité. B. Votre espace est petit, qu'est-ce que ça peut faire? Ah, mais peut-être que mon espace est grand. C'est peut-être l'avenir. B. Mais là, vous dépassez les limites de ce que vous savez vraiment. Ah, c'est ce que je fais constamment, mais je me le rappelle aussi sans cesse. B. Et y a-t-il de la grandeur dans tout cela? Ah, je le pense jusqu'à ce que je trouve un penseur qui a poussé plus loin dans cette direction. 532. Une chose répétée 1000 fois est censée être comprise de bout en bout, ce n'est qu'une illusion. 533. En écoutant un savant débattre, on ne peut s'empêcher de se demander si son ton et sa manière de parler, le niveau de certitude qu'il apporte à son sujet, ne déforment pas entièrement sa situation ainsi que la nôtre. Son attitude professionnelle ne détourne-t-elle pas tous les yeux et toutes les oreilles du fait que, en tant que chercheurs de connaissances, nous sommes des porteurs de lanternes dans des salles qui, même si nous les éclairons bien, resteront à jamais inconnues ou obscures pour ceux qui viendront après nous dans un avenir lointain, voire pas si lointain que cela. 534. Un argument a un agenda qui est bon du point de vue de son intérêt, de sa vivacité et de son orientation vers l'action, mais mauvais du point de vue de sa fermeture dogmatique. Il est certain que d'autres arguments viendront non seulement pour empêcher cette situation de persister sans remise en question, mais aussi pour chercher des moyens de recalibrer cette fermeture. 535. Le sexe, lorsqu'il est là, semble être tout ce qu'il y a de plus important. 536. En politique, le raisonnement semble être le suivant. Pourquoi s'embarrasser de longs arguments alors que les arguments ad hominem sont tellement plus économiques, avec la plupart des gens, plus efficaces? 537. De même qu'une information qui n'est pas appréciée ou souhaitée est souvent qualifiée de propagande, un argument qui n'est pas accepté ou reconnu est souvent rejeté comme un sophisme. 538. Vous dites qu'on ne peut pas réécrire l'histoire? Rien n'est moins vrai. 539. Le jugement d'une personne sur la base d'un ou deux incidents de sa vie est toujours l'expression de la cruauté qui réside dans la volonté de punir ou de se venger. 540. Dans ses confessions, tout en exposant un nombre considérable d'illusions sur lui-même qui l'ont affligé tout au long de sa vie, Jean-Jacques Rousseau donne l'impression, certainement non voulue ou recherchée, que l'écriture qu'il en fait est elle-même une forme d'auto-illusion. Il semble considérer cet écrit comme un compte-rendu objectif de sa vie plutôt que comme une apologie de celle-ci, l'accent étant mis sur la nécessité de prouver, tant à nous qu'à lui-même, que ses pires actions n'ont jamais découlé d'un cœur méchant. 541. Comment réduire de la manière la plus simple, la plus large et la moins préjudiciable le fossé politique et moral qui sépare les gens, d'un côté, ceux qui aiment la vie à la campagne. De l'autre, ceux qui aiment la vie de la ville. D'un côté, ceux qui préfèrent la tête au cœur. De l'autre, ceux qui privilégient le cœur à la tête. Rien n'empêche bien sûr l'une de ces oppositions de changer périodiquement son alignement sur l'autre. Rien n'empêche aussi que tout cela dérape, le diable étant dans les détails. 542. Prenez presque n'importe quoi sous le soleil, et selon l'attitude que l'on adopte à son égard, il peut être soit dignifié, soit dénigré. 543. Hormis le cas, certes important et répandu, des objets qui s'usent et doivent être remplacés, le neuf n'est pas nécessairement synonyme de mieux. 544.
Pour ceux qui participent à la guerre, l'engagement total pour la victoire exclut invariablement l'engagement total pour la vérité. 545. L'impartialité d'un tiers est à peine tolérable pour un partisan et insupportable lorsqu'elle est détectée dans un second parti. 546. D'une manière générale, il n'est pas du tout certain que la recherche de la vérité soit ce qui domine le discours intellectuel. En effet, si une vision dystopique ou apocalyptique peut se justifier autant qu'une vision utopique, seule cette dernière a servi de phare intellectuel à travers les âges. Et ce pour des raisons qui vont sans doute de la peur de la mort au besoin d'une conversation sans fin. 547. Si un érudit critique une œuvre ou un discours parce qu'il est plus rhétorique qu'argumentatif, il faut se demander, cette critique est-elle elle-même un exemple de rhétorique ? La réponse sera certainement oui si l'intellectuel n'a pas démontré où et pourquoi le texte visé est rhétorique et où et pourquoi il est argumentatif. 548. Le passage de la vie à la mort peut être exprimé de manière ironique par la phrase suivante, « Une fois qu'on a tout fait, on veut tout oublier ». 549. L'éthique de la médecine moderne, même les âmes récalcitrantes et déprimées qui réclament la mort à corps et à cri doivent être ramenées à la vie. 550. Toute sa vie, il a été un penseur. Il a fait l'amour à son esprit, et par conséquent, a renoncé à tout ce qui porte habituellement le nom d'amour.